Donc, Keren Demry est déjà maintenant une fidèle de la mission laïque française parce qu'on l'avait sollicité euh, au congrès de Deauville que nous avions organisé sur la pédagogie laïque. Elle était intervenue déjà sur les questions d'EMC parce que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Un livre récent, d'ailleurs, est sorti. On va pouvoir en faire évidemment la promotion et j'enverrai dans la zone chat toutes les références pour que chacun puisse trouver cette indication. Mais on la mettra également sur le forum lui-même, puisqu'on en est un espace ressources. Et on a envie de se poser ce soir la question de cette éducation à la liberté responsable. En tout cas, c'est l'intitulé retenu et c'est l'intitulé du livre de cette liberté responsable. Quels sont, au fond, les rôles que peuvent jouer l'éducation morale et civique dans les établissements scolaires en France, mais pour ce qui nous concerne, à l'étranger, dans un contexte international où on a eu l'occasion d'échanger pour préparer cette intervention. Le droit local prime et bien évidemment, les pays sont souverains et nous ne pouvons pas tenir les discours que l'on tient forcément en France où on sera sur les valeurs de la République. Donc la place de l'éducation morale et civique est peut-être d'autant plus importante parce qu'elle traverse les enseignements, au primaire et au secondaire. Donc comment cette éducation à la liberté responsable peut trouver sa place dans nos établissements? Chère Keren, merci infiniment d'être rendu disponible une nouvelle fois pour la mission laïque et on t'écoute avec grand plaisir. Bien sûr, donc je vais vous parler de cet enseignement moral et civique parce que, comme je le disais, Monsieur Bure, il y a certaines questions qui ont été soulevées par cet enseignement et encore certaines problématiques qui sont soulevées et qui tournent autour de cet enseignement et qui, je pense, seront particulièrement intéressantes au niveau de la mission laïque française, étant donné, comme disait M. Burke, le fait qu'en fonction des pays, les lois ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, je vais entrer directement dans le vif du sujet, si cela est possible. Voilà. Donc, tout d'abord, pourquoi un enseignement moral et civique? Je vais passer assez rapidement sur cette période, mais il y a certains points importants qu'il faut absolument, enfin, à mon avis, retenir. Alors, premièrement, il se trouve que, comme on le sait, l'enseignement moral et civique, comme son terme l'indique, c'est un enseignement, donc c'est transversal, mais à l'origine, la volonté d'instaurer cet enseignement est venue du fait que l'éducation civique, juridique et sociale et l'instruction morale manquaient à la fois de visibilité, de lisibilité, mais aussi de continuité. Donc, ce qu'il fallait, c'était essayer de penser une progression entre ces trois niveaux, la primaire et le second degré, pour à la fois améliorer, du moins, faire en sorte qu'il y ait une continuité entre les contenus, mais aussi, forcément, cela soulevait la question des pédagogies qui allaient être liées à ces contenus et forcément, elles aussi, adopter une dimension transversale. Et enfin, conformément à ces pédagogies, la question de l'évaluation. Alors, concrètement, je vais passer là aussi rapidement sur ce point, mais juste ce qu'il faut retenir de cette diapositive, c'est que quoi qu'il arrive, un programme, à partir du moment où il est mis en place, va devoir en tout passer par un peu plus d'une dizaine d'étapes qui sont normalement obligatoires. Et donc, en gros, avec cet enseignement moral et civique, même si certains ont eu le sentiment que il est arrivé, entre guillemets, après les événements de Charlie Hebdo en France en janvier 2015. Non, donc ce processus a débuté en 2012 et finalement, il a mis 3 ans pour venir au monde en juin 2015. Et ceci étant dit, c'est ce qui fait que quand on parlait des fameuses thématiques, que ce soit la morale laïque, la notion de laïcité, mais donc forcément de liberté, etc., ce sont des notions qui ont été assez épineuses dès le début et qui ont fait que cet enseignement a mis du temps pour être rédigé. Ceci étant dit, après les attentats de Charlie Hebdo, on a assisté, il est clair, à une certaine accélération. Donc, en gros, de cette EMC-là de 2015, ce qu'il faut retenir, c'est que ça a été une réelle prise de risque. Et s'il y a un chiffre qu'il faut absolument graver dans nos têtes, c'est le chiffre 3. Parce que finalement, ça a été 3 ans de rédaction avec 3 intitulés différents, puisqu'à l'origine, il s'agissait d'une morale laïque, puis après un enseignement laïque de la morale, et pour finir, ce fameux enseignement moral et civique, sachant que 3 ministres différents
se sont succédés et que pour autant, on a gardé la même lignée quant à cet enseignement et ses finalités. Et après les 3 attentats de 2015, il y a eu cette fameuse accélération et quoi qu'il en soit, les programmes sont arrivés pour juin 2015. Alors, concernant cet enseignement moral et civique, qu'est-ce qu'on peut retenir là aussi par rapport à ce que j'appelle le cordon triple dans mon livre, donc l'éducation civique, juridique et sociale et l'instruction morale. Est-ce qu'on est arrivé finalement à atteindre notre but quant à la transversalité, la visibilité et la progressivité? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement au cordon triple, il est clairement évident qu'il y a en effet cette transversalité qui est vraiment mise en exergue dans les programmes d'enseignement moral et civique, puisque à la fois la vie scolaire est encouragée donc à s'impliquer. Il y a aussi les partenariats extérieurs, que ce soit les associations ou la réserve citoyenne, et on peut clairement effectuer des passerelles, on y reviendra si vous le voulez, mais entre l'éducation aux médias et à l'information et aussi, pour ceux qui le souhaitent, les faits religieux. Concernant la visibilité, alors, là, bien sûr, on a réussi, entre guillemets, à faire un 3 en 1, donc à associer ces 3 fausses disciplines qui étaient l'instruction civique, etc., en un seul enseignement moral et civique. Et par rapport au cordon triple, c'est vrai que Parents 3, les programmes du cordon triple étaient un petit peu plus précis, un peu plus détaillés. Seulement, l'EMC, lui, va être beaucoup plus précis quant à ses exemples de mise en pratique. Et là, tout à l'heure, vraiment, je m'attarderai sur ce point parce que finalement, c'est ce qui fait que, concernant la liberté pédagogique, on va avoir certaines nouveautés, notamment les pédagogies, certaines pédagogies innovantes, qui vont amener les enseignants à clairement dispenser cet enseignement pour que tous, en fait, finalement, tous s'impliquent et que les élèves, du côté des élèves, on aiguise et on développe vraiment ce jugement moral. Malheureusement, alors s'il y avait un point qui restait un peu à travailler, il est clair que concernant l'évaluation, voilà, en 2015, on était justement un petit peu dans le flou parce que forcément, il y avait ces nouvelles pédagogies et voilà, la seule chose qui était dite dans les programmes, c'est que cet enseignement devait donner lieu à différentes formes d'évaluation, notamment, je pense, au lycée, où il était question d'adopter une évaluation un peu comme les TPE, les travaux personnels encadrés. Quoi qu'il en soit, il restait un petit peu, entre guillemets, à travailler dans le domaine de l'évaluation. Alors, je vous en parle parce que finalement, après, avec les programmes de réajustement, on le verra après, on va prendre, entre guillemets, le prétexte de l'évaluation pour dire qu'au niveau des pédagogies, il va falloir être beaucoup plus, finalement, revenir un petit peu en arrière et être beaucoup plus carré, beaucoup plus strict. Alors, concernant les pédagogies, en fait, c'est elles qui vont constituer en réalité un tournant. Hein, je n'ai pas peur de le dire. C'est vraiment elles qui vont constituer un tournant parce qu'au niveau des contenus, finalement, en comparant les anciens programmes d'éducation civique et ce nouvel enseignement moral et civique, on réalise que c'est vraiment par ces pédagogies que cet enseignement va se distinguer et finalement développer, comme on le disait, l'esprit, le jugement moral et l'esprit critique des élèves. Alors, je ne sais pas comment on peut faire ça, mais c'est pour ça que je voulais demander tout à l'heure à Mme Higounet si c'était possible. J'ai mis en fait le nom des nouvelles pédagogies, là, vous les voyez sur le tableau, qui ont figuré dans les programmes de 2015. Donc, les débats simples, les débats réglés, les débats argumentés et contradictoires. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans les anciens programmes d'éducation civique, on était plus dans le débat réglé, donc voilà, les débats tout court, mais il y avait donc cette progression qui a été précisée dans les programmes de 2015, la discussion à visée philosophique, les dilemmes moraux, la clarification des valeurs, la technique du conseil d'élèves et celle des messages clairs. Alors en fait, j'aurais juste aimé savoir si parmi vous, parce que finalement, j'ai un peu orienté mon intervention en fonction de ça, certains ont déjà entendu parler de ces pédagogies, donc connaît pas, et si vous avez déjà eu l'occasion de les expérimenter. Alors je ne sais pas si c'est possible de faire quelque chose pour que vous
Apparemment, Alors, c'est possible. vous avez la possibilité, je te coupe, désolée Karen, je vais donner Non, quelques informations techniques. Vous avez la possibilité d'utiliser les outils d'annotation sur Zoom et vous pouvez aller mettre une petite croix ou un petit bâton pour que Karen se rende compte dans la case que vous voulez directement sur Zoom pour dire ce que vous connaissez ou ce que vous avez déjà testé. Alors, il y en a qui répondent dans la boîte de chat, mais vous avez aussi des outils d'annotation Zoom qui sont possiblement… Ah, nickel, ouais. J'en ai un cas. voilà, c'est Ou ça. bien. Vous pouvez annoter à l'intérieur et comme ça donnera une petite visibilité. Est-ce que vous connaissez et puis est-ce que vous avez testé? Regardez dans votre barre d'outils, cliquez sur Annotation et vous allez pouvoir interagir directement sur le PowerPoint de Keren. Ah ouais. Alors, c'est pas beau, Keren? Ah, c'est géant. Ah non, je suis toute. C'est presque artistique. Oh, Merci beaucoup de vos retours. On vous laisse prendre possession du tableau de Keren. Les débats, déjà, c'est pas mal. Je sais pas qui c'est qui a mis les petites étoiles dorées, mais il y en a un qui est bon quand même. Ok. Je crois qu'on est bon. C'est remoi qu'on entend, c'est pas remoi? Si? Je sais pas si vous m'entendez. C'est très bon, c'est très bien, Keren. Non? À toi. Okay. Ah, si, il y en a quand même un qui sait. Ah, il y a des petits. Ah, les petits cœurs. Ouais, il y en a un qui a testé les trois. Je crois qu'on est pas mal. Et finalement, la discussion à visée philosophique, ça prend pas mal. Oh, je suis contente. D'accord. Bon, alors ça, je crois que je vais. Enfin, de toute façon, je pense que je vais me le garder après en souvenir. Bah, c'est génialissime. Alors, ce que finalement, je vais quand même effleurer le sujet, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter, je suis même sûre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que finalement, vous les avez quand même bien testés. Oh, ouais, bah, c'est très bien. Donc voilà, ce n'est pas des techniques qui vous sont inconnues. Et je pense qu'on pourra justement avoir des vrais retours là-dessus et avoir de très bonnes discussions, notamment parce que, bon, alors je l'ai mis là par contre sur la diapo suivante, mais ça y est, si j'arrive à y passer. Ouais. Ah bah oui, bah, c'est celui-là, comme ça il y a tous les crayons dessus. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais enfin. Alors voilà, donc concernant ces pédagogies, bah, comme je le disais, donc voilà, elles ont marqué un tournant sur le plan éthico-pratique. Et donc, tout ce qui était débat, discussion à visée philosophique, dilemmes moraux et méthodes de clarification des valeurs, voilà, en fait, surtout les trois, les trois d'en bas, discussion à visée philosophique, les dilemmes moraux et la méthode de clarification des valeurs, elles ont sensiblement les mêmes origines et l'objectif était vraiment de développer l'esprit critique et, comme on disait, le jugement moral. En revanche, pour ce qui est du conseil d'élèves et de la technique des messages clairs, ce qui est très intéressant dans ces deux techniques, c'est qu'elles peuvent agir dans un cadre vraiment aussi préventif par rapport à la question des violences en milieu scolaire. Donc vraiment, entre guillemets, ces pédagogies, dans un sens comme dans l'autre, elles se complètent et, il faut le dire, en 2015, le fait de les avoir vraiment écrites et ouvertement dans les programmes permettait justement de vraiment tester sur le terrain et voir comment elles pouvaient éduquer à une liberté responsable. Alors,
Pourquoi je vous le dis ça? Parce que finalement, en 2018, alors je ne sais pas si vous voyez apparaître les petits gribouillis chez vous aussi, mais enfin moi je les ai, ça ne me perturbe pas. Enfin bref, c'est pas grave, je parle toute seule, tout va bien. Bref, en 2018, il y a eu des ajustements de programme qui ont quelque peu interpellé. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai insisté là-dessus par rapport au processus de rédaction. Normalement, il y a un certain nombre d'étapes à respecter et il se trouve que finalement, si on regarde de plus près, notamment concernant… J'ai des croix partout. Ah non, c'est super. Si on regarde finalement de plus près cette frise chronologique bien décorée, on réalise que finalement, entre la commande du ministre au début de janvier 2018, les programmes pour le premier degré et le collège sont parus en juillet 2018. Or, si on examine ce processus, on réalise qu'il y a eu en fait le groupe d'experts qui a été constitué en mars 2018, il y a eu une seule réunion en mai et les programmes ont été déjà validés en juin. Ce qui veut dire qu'en gros, ces programmes ont été réajustés, en tout cas pour pour la primaire et le collège, en quasiment 2 mois maximum. Voilà, donc ça a été très très rapide et finalement, même si là je ne parle pas donc du second degré qui est arrivé 6 mois plus tard, fin du lycée, il y a certaines questions qui se sont posées, notamment par rapport au contenu de ces programmes. Ils ont adopté, et c'est pour ça que je pense vraiment que c'est intéressant qu'on en parle au niveau de la MLF Monde, une dimension à la fois, on le verra, beaucoup plus stricte, mais aussi beaucoup plus cadrée. Donc là, pour une petite idée, voilà, la règle, il en est question à 46 reprises contre 11 en 2015, le cadre à 16 contre 8, donc c'est quand même 2 fois plus, la règle c'est quasiment 4 fois plus, un peu plus de 4 fois de plus. Concernant encore, bon là je ne vais pas faire tous les chiffres, mais par exemple là aussi, la dimension patriotique, donc concernant les valeurs de la République, mais vraiment, et là aussi en regard des derniers événements qui sont arrivés en France, le fait justement d'avoir une vision plus internationale est assez intéressant parce qu'on est là, on accentue vraiment tout ce qui est… voilà, la République française, 16 contre 8, les valeurs de la République, 12 contre 6, donc 2 fois plus. La notion d'engagement aussi, c'est très intéressant parce que je vous ai mis l'engagement, mais parce que ce n'est pas l'engagement moral. En fait, l'engagement moral apparaît beaucoup moins, tandis que l'engagement tout court, on est passé de 19 à 33. Voilà, le drapeau, les symboles, la fête nationale. Concernant la Marseillaise, c'est une anecdote, mais normalement, dans les programmes, notamment dans les repères de progression, on demande finalement aux élèves d'apprendre la Marseillaise au cycle 2 mémoire. Ouais. Enfin, on leur demande d'apprendre la Marseillaise avant finalement de travailler dessus au cycle d'après. Donc voilà, il y a vraiment des choses où on sent qu'on veut ancrer entre guillemets cette notion cette notion assez patriotique qui peut poser problème en regard justement du fait que en 2018, on a fait disparaître ces fameuses pédagogies qui étaient particulièrement innovantes. Et c'est pour ça que je suis très, très contente que parmi vous, beaucoup de personnes les utilisent, parce que ce qui permettait, entre guillemets, de pouvoir aborder des sujets un petit peu épineux, c'était notamment ces pédagogies. Et le fait est que… Et le fait est que elles ont été enlevées, entre guillemets, au nom de la liberté pédagogique, parce que le Conseil supérieur des programmes donc, a décidé que cette fois-ci, tout ce qui était exemple de mise en pratique était laissé donc, à la liberté des enseignants, ce qui est vrai. Et donc, on a enlevé toute cette colonne, entre guillemets, comme support, qui constitue un réel support. Et finalement, on a presque limité cette liberté pédagogique, parce que ces pédagogies, à moins d'être pédagogues, c'est le cas de le dire, en 2015, finalement, il n'y avait pas énormément de personnes qui les connaissaient. Voilà, donc le fait que vous les appliquiez, j'en suis très heureuse. Donc voilà, ça peut être vraiment un sujet à discussion, d'autant qu'elles ont quand même, elles ont quand même des résultats sur le terrain et qu'elles ont été enlevées avant qu'on puisse vraiment faire une étude là-dessus, ce qui était le cas, en tout cas, de mon postdoctorat. Donc, quelques mots pour conclure. On a un EMC finalement qui est quand même bien entouré. En 2015, on a eu des formations qui ont été mises en place, que ce soit au niveau de la laïcité, ou fait religieux, et donc forcément concernant cet EMC et les pédagogies qui y ont été associées.
Malheureusement, ces formations se sont arrêtées il y a 2 ans, donc en 2018, là aussi, mais là, d'ailleurs, enfin, la MLF en est un exemple, on est en train complètement de les reprendre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'EMC est aussi très bien entouré au niveau des ressources, en tout cas disponibles au niveau électronique, enfin sur Internet, que ce soit au niveau du livret laïcité, la plateforme Magistère, sur Canopé, sur EduSchool. Et puis, bon, j'ai parlé de mon livre forcément parce que bon, ça va constituer quand même, je pense, étant donné que c'est le seul sur l'enseignement moral et civique, je pense que ça va constituer vraiment une ressource, hein, et pas que dans les CDI, c'est vraiment à destination de toutes les personnes qui s'y intéressent un tant soit peu. Et ce qu'il faut essayer, c'est de retenir finalement tous les points positifs de cette EMC. Je suis particulièrement au fait qu'il y a des contraintes, que ce soit au niveau du nombre d'élèves, au niveau aussi du créneau horaire. Mais voilà, l'EMC peut ouvrir le champ des possibles à partir du moment où on essaye justement de miser sur ces pédagogies qui sont pour le moins attractives et essayer d'ouvrir cette EMC, parce que comme je le disais, c'est bien un enseignement moral et civique, et c'est dans ce sens-là que vraiment ça change de son prédécesseur, c'est que tout le monde est encouragé à y participer. Donc au niveau intra, hein, voilà, le documentaliste, le CPE, le proviseur, la proviseure, enfin la vie scolaire, les enseignants, vraiment tout le monde. Ça fait aussi participer les élèves. Les pédagogies font vraiment participer les élèves, donc ça les aide aussi à s'impliquer. Et on ouvre aussi la porte aux partenariats extérieurs, dont la réserve citoyenne, dont vous avez certainement aussi entendu parler, donc avec des parents qui peuvent intervenir, qui elle aussi a été mise en place en 2015, donc qui n'est pas nouvelle, mais qui, voilà, ces derniers jours a quand même est revenu un petit peu là aussi sous le feu des projecteurs en dehors de par les événements qu'il y a eu en France. Et cette EMC peut aussi donc nous permettre d'effectuer des passerelles avec l'enseignement moral et civique et les faits religieux. Voilà. Donc, je pense qu'il y a l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment d'aborder certains points avec vous de manière positive et essayer de voir finalement en quel sens cette EMC peut ouvrir le champ des possibles. Mais à ce que je vois, il y a quand même un public qui finalement s'est très bien emparé des fameuses pédagogies. Donc, je pense qu'au contraire, il y a vraiment matière à échanger là-dessus. Donc, voilà, je suis ouverte à toutes vos questions et voilà, j'en ai fini. Voilà. Merci Keren. On accueille vos questions, vos remarques, puisque beaucoup sont dans la pratique et ils se sont manifestés par de nombreuses annotations un peu désordonnées, mais qui ont fait entendre que tout ceci fait l'objet d'un quotidien dans les classes. On aimerait bien effectivement maintenant partager vos expériences et que Keren, qui est dans son approche davantage dans la théorie, puisse confronter justement son point de vue. On parlait du mot respect aussi, avait été noté par Jean Bobéro dans la préface, bien plus important dans ces occurrences, n'est-ce pas, Keren? Ouais, il est utilisé à 46 reprises et ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est pour ça que je parlais des pédagogies, parce qu'il y a beaucoup de respect. Il y a aussi, alors je crois que la diapo, je ne sais pas si elle est apparue, mais il y avait le verbe aussi comprendre qui était utilisé 122 fois avant, maintenant qui est passé à 48 fois. Le verbe, tout ce qui était connaître, le verbe définir aussi, on est beaucoup plus dans la définition, on est beaucoup plus dans une dimension où finalement on va un peu formater l'élève au lieu d'essayer de le former par les pédagogies, parce que finalement le respect ça se gagne et pour cela faudrait-il réussir justement à partager des valeurs et pas faire quelque chose de trop strict et trop cadré. Voilà, donc d'où l'intérêt des fameuses pédagogies attractives. Et apparemment, j'ai que des gens qui sont familiers de ça, donc au contraire, c'est génial quoi. Après, moi personnellement, l'enseignement moral et civique, je le divulgue en milieu carcéral. Voilà, donc je l'ai enseigné plutôt dans les milieux en REP et en milieu carcéral, donc on n'aura peut-être pas les mêmes publics, mais je pense que vous devez peut-être avoir certains retours, en tout cas concernant tout ce qui est concernant même la technique des messages clairs, les conseils d'élèves. Moi, si vous avez des retours, je prends avec plaisir, ou même des interrogations.
juste que je vois pas tout le Ben, monde. je veux bien, sur la technique des messages clairs, et si ils sont employés en milieu carcéral, moi je veux bien peut-être en savoir un peu plus. Bah, en fait, la technique des messages clairs, ça consiste lorsque, en fait, donc, voilà, il y a un conflit entre un élève et un autre, donc un détenu et un autre détenu. Ça consiste à dire, voilà, je viens te voir, je viens te voir, ils sont quelques-uns donc en classe, et l'objectif, c'est de dire, bon, voilà, tu m'as blessé, voilà ce que tu as fait, et l'objectif c'est que l'autre, entre guillemets, qu'il y ait vraiment un échange là-dessus, et que l'autre en face dise, pas forcément s'excuse, parce que quelquefois il s'excuse pas, mais réalise finalement qu'il a blessé l'autre personne. Et en réalité, la technique du message clair, souvent on s'en sert un petit peu comme une passerelle, parce que si le conflit est résolu entre les deux personnes, bon, tout va bien, et si ça va pas, après on peut en parler à ce qu'on appelle donc lors du conseil d'élèves. Et bon, ce qu'il veut dire, c'est qu'en prison, concernant les mineurs, il y a quand même beaucoup moins d'élèves que dans les classes en temps normal, que ce soit en demi-groupe. Voilà, là, il y avait beaucoup moins d'élèves. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est que par la communication, finalement, parce que c'est eux, le problème qu'ils ont, c'est vraiment au niveau de la communication, et le fait de pouvoir s'exprimer entre guillemets librement, même s'ils sont en prison, ça leur a permis, en tout cas, de régler des conflits qu'ils avaient, qui quelquefois étaient minimes, mais comme justement ils sont dans un milieu où ils sont très très enfermés, ben voilà, tout prend des proportions. Et le conseil d'élèves, je sais que, la technique des messages clairs, en tout cas de mon côté, ça se passait très très bien. Mais c'est après idem, après, moi, concernant les pédagogies, j'ai un peu tout testé là-bas, mais il y a certains points qui pourraient sembler épineux, notamment concernant la notion de laïcité, qui pourtant ça s'est pareil très très bien passé, parce que j'ai réussi par des supports, du moins, à les faire vraiment réfléchir et voilà, s'exprimer librement. Et je pense que c'est vraiment la base, et c'est ce que permet cet enseignement moral et civique finalement par ces pédagogies, c'est de faire en sorte que l'élève puisse s'exprimer sans avoir peur du regard de l'autre, dans le respect des convictions de l'autre, dans le respect de la liberté de conscience de l'autre, qui veut dire liberté de conscience qui dit limite, forcément, c'est pas la liberté de penser. Et finalement, on a réussi à faire comprendre cette fameuse triptyque entre liberté, limite et laïcité. Et c'est vrai que, en tout cas, de mon côté, pour l'instant, ça se passe très très bien par rapport à ça. Après, peut-être qu'à la MLF, il n'y a peut-être pas non plus d'élèves qui peut-être qui posent des problèmes comme ça, je ne sais pas. Alors, on va laisser la parole à ce moment-là à nos collègues. Vous pouvez peut-être remettre vos vidéos pour que Keren puisse vous voir. Et pendant ce temps-là, j'avais une autre question, Keren, par rapport à cette liberté qui te semble plus importante dans le domaine de l'EMC. Quel est le lien avec l'évaluation? Quand tu dis que l'élève ne se sent plus libre, est-ce que c'est parce qu'il ne se sent pas jugé, évalué comme dans une discipline traditionnelle? Comment se partage également le travail entre les enseignants pour se mettre d'accord sur, malgré tout, le regard qu'ils peuvent porter sur l'EMC et une réponse d'élèves dans le cadre de l'EMC? Oui, alors ce qui se passe, c'est que dans les programmes d'ajustement, justement, c'est ce que je veux dire, on a voulu absolument qu'il y ait cette trace écrite, et donc on a fait en sorte que les programmes de 2018 adoptent une dimension beaucoup plus stricte. Et c'est vrai que au niveau des élèves, en tout cas, concernant, moi, en tout cas, ce que je faisais sur le terrain, la notion d'évaluation, elle est forcément assez épineuse, parce que c'est toujours la même question, de savoir si on peut évaluer des valeurs, savoir si l'élève a vraiment intégré des valeurs, si on n'évalue que la participation de l'élève. Voilà, il y a toujours une partie d'évaluation de toute façon après qui doit être entre guillemets un rapport écrit. Mais ce qui est bien dans cette EMC, en regard des difficultés notamment sur le plan je pense notamment par rapport au français. Il y a beaucoup d'élèves ont d'énormes lacunes en français, que ce soit notamment à l'écrit, grammaire, orthographe. C'est
hallucinant. Bon, après, voilà, c'est pareil, on n'a peut-être pas les mêmes publics non plus, mais enfin, voilà, dans les REP où j'étais, il y avait vraiment de ce côté-là quelques lacunes, c'est un doux euphémisme. Et le problème qu'il y a, enfin, l'avantage qu'il y a avec cet enseignement moral et civique, c'est que justement, on peut aller au-delà de ça. Parce qu'il y a le fait de parler, d'échanger à l'oral, là, c'est les élèves qui devraient se sentir justement beaucoup plus libres. Et finalement, les seules choses qu'on a gardées comme pédagogie, c'est la discussion réglée et les échanges contradictoires. Non, le débat réglé et les échanges contradictoires. Et en fait, c'est très encadré. Et le problème, la crainte que j'ai, c'est que finalement, là, on est plus élève qui ait peur de mal répondre à la question ou de dire, voilà, il fallait dire ça, il faut dire ça. Et finalement, les autres techniques, en fait, amener le prof le maître à se démettre, voilà, dans tous les sens du terme. Et c'était ça qui était intéressant, c'est que finalement, c'était un vrai lieu d'échange avec les élèves, mais les élèves entre eux. Et le professeur était plutôt un régulateur. Alors que là, avec les nouvelles techniques, c'est vraiment... à la place de l'enseignant, c'est sûr qu'elle est là, mais c'est beaucoup plus carré. Et je pense qu'au niveau moral, c'est beaucoup plus difficile de faire en sorte, voilà, de développer ce jugement moral par les nouvelles pédagogies. En tout cas, enfin, c'est ce que je pense, mais je ne pense pas être trop à côté de la plaque. Parce que j'en ai vécu, quoi. Mais... apparemment, il n'y a pas de questions. Je pensais qu'il y aurait pas. Mais je suis certain aussi. Je vois des directeurs dans la salle, directeurs, directrices, Alix Martelly, Jérôme Sex, François Clausel qui était directeur aussi, aujourd'hui directeur du CDP. Comment est-ce que l'EMC, dans sa transversalité, peut se mettre en place? Moi aussi, c'est quelque chose qui m'interroge parce que qui s'en charge? Je vois les directeurs qui arrivent. Alix. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais rebondir sur quelque chose. Je n'ai pas pensé à le remettre en place cette année, à le proposer dans mon école, mais je l'avais fait auparavant dans une école. C'était les déclencheurs. Il faudrait revenir, j'ai plus le terme exact. Il faudrait revenir un petit peu en avant sur le diaporama. C'était les déclencheurs pour faire des débats avec des situations entre guillemets problématiques et qui amènent les enfants. Les dilemmes moraux, voilà, merci. Il n'y a pas de solution. Qui amène les enfants. Alors moi, je les avais fait travailler à partir d'un jeu qui s'appelle Feelings, sur lequel il y a des dilemmes moraux qui sont proposés. Les enfants devaient identifier leurs propres émotions parmi des émotions proposées, et ensuite se rendaient compte que les autres avaient d'autres points de vue sur la même chose. Et ça, même dans nos établissements, c'est quelque chose, on a peut-être moins de problèmes de violence, mais les questions de l'empathie et de se mettre à la place de l'autre sont des vraies problématiques, comme dans tous les établissements, et peut-être même plus fort parce qu'on a beaucoup d'enfants qui ont beaucoup de place à la maison. Et qui ont raison, à qui on donne tout le temps raison, et qui a un autre point de vue. Il y en a certains qui ne savent pas, et c'est quelque chose, je pense, d'extrêmement important de travailler avec nos élèves. Excusez-moi, vos élèves, ils sont entre quel âge et quel âge? Alors moi, je suis directrice, donc ça va de la petite section jusqu'à la terminale. Mais ça, on l'avait mis en place de la grande section jusqu'au CM2. Ouais, non, mais oui. Voilà, je trouve ça très bien, notamment la notion d'empathie. Moi, quand on parlait d'empathie, il y avait la notion de dignité qui avait complètement aussi, pareil, disparu des programmes de 2015. Par contre, c'était complètement paradoxal. Là, elle est revenue, entre guillemets, en force dans les nouveaux programmes. Mais je pense vraiment que ce qui est bien avec justement les dilemmes moraux, c'est qu'on peut, comme vous le disiez, entre guillemets, faire aussi le parallèle par rapport à ce qu'ils vivent aussi à la maison, la manière dont, c'est pas forcément aussi, il y a une question d'éducation, c'est pas forcément les mêmes normes, les mêmes valeurs, et le fait qu'il y ait d'utiliser les dilemmes moraux, il y a les solubles et les insolubles, et nous, ce qu'on utilise justement dans ces cas-là, c'est souvent ceux qui sont insolubles, où chacun peut donner son point de vue. Et moi, je trouve que je suis contente que vous l'ayez utilisé, parce qu'il y a quand même... Et ça permet aussi de traiter ces questions-là à un moment différé du moment où il y a le vrai problème qui apparaît dans l'école. C'est surtout ça, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'enjeu personnel. Non. Parce que je ne suis pas en train de défendre de mon point de vue, c'est moi qui avais raison. Non, c'est juste, on prend un exemple imagine que... Donc, il y a quand même un détachement émotionnel qui permet de faire avancer, de faire
considérer qu'il y a d'autres points de vue possibles. Et moi, si je peux me permettre de rebondir sur ce que dit Alix, parce qu'il se trouve qu'on ne le savait pas avant de venir en Espagne, mais on a eu une vie antérieure commune, en tout cas d'où on vient. Voilà. Et pareil, donc je travaille sur le même REP+ qu'Alix. Et on avait utilisé une autre technique qui n'apparaît pas dans le tableau, qui était celle du théâtre forum. Alors, on part d'un point de départ qui est le dilemme moral aussi, sauf qu'on le fait jouer. On le fait jouer, puis à un moment donné, la situation qu'on a prévue avec les enfants, hein, c'est une sorte de complicité. On doit arriver à tel point, et puis là, on s'arrête. Et c'est le reste du groupe qui devait, entre guillemets, faire des propositions jusqu'à ce que quelqu'un qui a une plus grande bouche que l'autre nous explique qu'il avait raison. Et donc, on l'a amené à remplacer un des acteurs sur la scénette pour pouvoir, lui, à son tour, essayer de résoudre le dilemme. Et bien entendu, ça prêtait à beaucoup de discussions. Donc, mais c'est intéressant parce que moi, je n'avais pas vu ces programmes de 2015 et de 2018 comme la façon dont ils les ont présentés. C'est-à-dire, je ne me souviens pas avoir eu cette, pas injonction, mais cette espèce de tendance à nous dire, voilà, ce sont tel ou tel outils qu'il faut utiliser. Moi, j'aurais plutôt utilisé le terme d'outil que de pédagogie. Et oui, j'avais un peu… dans les C'était dans les exemples de mise en pratique. Hein. Voilà, voilà. Mais comme cette colonne-là, en fait, on l'a complètement enlevée, voilà, au nom de la liberté. Parce qu'en fait, c'est la raison, entre guillemets, officielle, c'est au nom de la liberté pédagogique. Et c'est pour ça qu'on a enlevé cette colonne de mise en exemple qui apparaissait en 2015. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, parce que finalement, justement, enfin, ce que vous disiez, le coup on n'avait pas l'impression qu'on nous imposait. En fait, on vous les imposait pas. On voulait. Enfin, ça vient pas de moi. Hein, je parle du ministère. Il les imposait pas, mais il les suggérait. Et Dieu sait que, enfin, moi, en 2015, quand j'avais interrogé les enseignants, il y en avait quand même une grande partie qui ne connaissaient absolument pas ces techniques-là. Même bon, ben voilà, je veux dire là, le théâtre forum, moi, je la connais, enfin, j'en ai entendu parler il y a récemment, justement, avec le coup de la semaine là, de la MLF, mais sinon, il y a des techniques que je ne connaissais pas, pourtant je suis quand même ouverte, mais ces techniques de 2015, elles ont été justement préconisées pour, entre guillemets, pour une fois, le mammouth, c'est un peu ouvert, il a osé, entre guillemets, revenir un petit peu en arrière, parce qu'en plus, le pire, enfin c'est une petite anecdote, mais ce que j'ai découvert, c'est que concernant notamment tout ce qui était discussion à visée philosophique, clarification des valeurs, en fait, notamment la discussion à visée philosophique, mais après, bon, vous aurez certainement, avec M. Connac, de toute façon, vous en saurez plus, mais toutes ces techniques-là, finalement, il y en a quelques-unes qui carrément dataient hein, de la Seconde Guerre mondiale en France. Hein? Non, mais c'est quand même fort. Ça date de la Seconde Guerre mondiale en France. Finalement, après, on est parti aux États-Unis. On est parti, voilà, après la Belgique, le Canada, hein, parmi toutes ces techniques. Et en France, c'est enfin revenu, entre guillemets, là. Et ça, je l'ai appris que vraiment en examinant les pédagogies, enfin, ce en quoi elles consistaient. Et je trouve ça quand même fou. Hein, je fais attention à ce que je dis. C'est quand même, ça interpelle le fait que, à peine mise en place, on a à peine eu le temps de voir ce qu'elles donnaient, en tout cas sur le terrain, pour ceux qui ne les connaissaient pas, et qu'on les a enlevées, voilà, au nom de cette liberté pédagogique. Donc là, on ne peut pas dire là que vous êtes encore plus libre que, enfin, on est, parce que j'en fais maintenant. Mais voilà, on est encore plus libre qu'avant. Mais moi, je trouve qu'au contraire, ça restreint parce qu'il n'y a pas autant de monde que ça qui connaissent. Enfin, bien qu'aujourd'hui, apparemment, il y en a plein qui connaissent, donc je suis très contente. Enfin, c'est la première fois, je vous avoue, que j'ai autant de personnes qui connaissent toutes ces techniques, donc je suis on fire. Enfin, je suis très très contente. Voilà, excusez-moi. Par contre, je vais juste dire un truc par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, Madame. Le fait que on puisse, enfin, l'intérêt de ces pédagogies, justement, de ces techniques, enfin, le fait de pouvoir utiliser ces techniques entre guillemets après coup, et justement d'aborder ces sujets-là. Je sais qu'il y avait plein d'élèves, en tout cas, notamment en REP, où il y avait avec la technique là, le conseil d'élèves en primaire, c'était vraiment toutes les semaines. Ils avaient leur heure. Et c'était le conseil d'élèves ou alors… Et ce n'était pas que des choses négatives. Enfin, moi, je sais que la personne avec qui j'étais utilisait notamment l'exemple des ceintures. Il y avait certains élèves qui, en fonction de l'attitude qu'ils avaient eue dans la semaine, avaient des ceintures blanches, oranges. Et toutes les 3 semaines, on pouvait un peu comme au judo évoluer. Et en fait, c'était à chaque fois en fonction de l'attitude et des notes et du fait d'aider les autres. Et il y avait une remise en question qui se faisait, et notamment certains élèves qui en proposaient d'autres en disant mais oui, mais un tel il a été bien cette semaine, voilà, il devrait avoir une ceinture. Et
Et notamment, quand les techniques de message clair n'aboutissaient pas et qu'on les abordait en conseil d'élèves, ça se passait aussi très, très bien parce que c'était plus à froid. Voilà. Et non, il y a beaucoup de potentiel. Après, voilà, il n'y a pas que ces techniques. Hein. Il n'y a pas que, mais le coup du théâtre, c'est très intéressant aussi. Hyper intéressant. C'est vraiment des pédagogies actives. C'est des pédagogies actives. Voilà. Bon, après, j'arrête pas de parler, mais j'aime bien mes pédagogies. Je crois qu'un défi après, c'est de persister. C'est-à-dire c'est quelque chose qui doit être fait tout le temps, 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 tout le temps. Faut mettre le paquet pour relancer les enseignants sur une année, mais c'est du non-stop. Et c'est vrai que on va pas oublier de faire des maths, mais ça peut, sous couvert de on le travaille tout le temps, mais parfois on ne travaille jamais. Et ça, c'est un écueil à éviter. Ouais. Parce qu'autant je pense que c'est facile, il y a la fameuse heure, entre guillemets, toutes les semaines où on se dit, voilà, c'est réservé, mais au collège et au lycée, il ne faut pas se leurrer, ça passe. Au niveau de l'emploi du temps, on est déjà assez chargé. Hein, voilà. Après, on sait aussi qu'il y a beaucoup de profs d'histoire géo en 2015 à qui ça a été attribué pour des raisons de commodité. Hein, mais l'objectif, c'était absolument pas que ce soit vraiment réservé qu'aux professeurs d'histoire géo. Il fallait que ça apparaisse quelque part. Donc, c'est comme les professeurs d'histoire géo perdaient une demi-heure dans leur créneau, on leur a mis dans le programme. Mais après, c'était vraiment, voilà, ça devait être transversal. Et comme vous dites, il y a le fait que tous devraient réussir à s'impliquer. Et c'est pas forcément c'est pas facile. Là, je veux dire, voilà, on n'est pas dans le monde de oui, il faut dire ce qui est. C'est absolument pas facile. Il y a beaucoup de contraintes au niveau de l'emploi du temps. Il y a beaucoup de. Puis ça veut dire aussi discuter entre profs, prendre le temps aussi de communiquer ensemble pour essayer de mettre en place ces choses-là et sur le long terme. Mais après, c'est un challenge. Hein. Quand on y croit. Et après, si je peux me permettre, et après, je dis plus jamais rien. Non, au contraire. C'est moi qui parle. Non, une fois encore, on va toucher du doigt la formation parce que ces techniques-là, quand on en entend parler, quand on se dit tiens, on va essayer. Et si on n'est pas un tout petit peu informé ou aguerri sur ces techniques-là, on peut faire de gros dégâts en fait. Moi, j'ai rencontré des familles venues me voir parce que l'enseignant avait utilisé par exemple telle ou telle technique, notamment le débat philosophique, et ça avait fait un carton, voire un carnage. Donc voilà. C'est peut-être aussi pour ça qu'on les a retirés aussi. C'est de donner une trousse à outils sans mode d'emploi. Ça peut être aussi, ça peut présenter quelques dangers, alors que si on les met à disposition en disant vous pouvez aller les chercher, peut-être que ne serait-ce que là qui va aller la chercher, on va avoir envie de le faire, envie de savoir comment ça fonctionne. Et puis il n'y a jamais rien de mieux que de voir des collègues qui s'en servent avant de l'essayer soi-même. Ouais. Je sais que concernant la question des formations, il faut dire ce qui est entre 2015 et 2018, donc elles ont été mises en place. Il y a à peu près, normalement, il y avait 300 000 enseignants qui devaient être formés, il y en a eu 180 000 à peu près. Et les formations, certaines étaient très bien faites, d'autres étaient peut-être aussi un petit peu moins faites. Après, c'est pas pour ça qu'on les a enlevées. Sincèrement, c'est pas pour ça qu'on les a enlevées. Voilà, donc je préfère donner les raisons officielles et voilà, pour pas, voilà. Mais officiellement, en tout cas, c'est absolument pas pour ça pour ces raisons-là qu'on les a enlevées. Ceci étant dit, ce qui est quand même, il faut avoir aussi cette envie d'aller chercher ces pédagogies. Déjà, savoir qu'elles existent, puis deux aussi, si vous avez beaucoup d'enseignants qui sont assez volontaires de ce côté-là, je trouve c'est très beau, mais il n'y a pas autant d'enseignants qui sont motivés par ces pédagogies. Et c'est pour ça aussi que, justement, quand on parle de la question des formations, c'est pour ça aussi qu'au niveau de la MLF, je suis assez contente de ce côté-là, parce que justement, il y a cet élan, il y a pas cette prise de conscience, parce qu'elles étaient déjà importantes avant, mais là, le fait vraiment de dire, l'EMC, il a sa place, et ces pédagogies-là, des pédagogies actives, elles ont aussi leur place, donc d'où le fait de pouvoir discuter, d'échanger autour de ces techniques, et vraiment les approfondir, de les tester pour de bon, mais avec la connaissance qu'il faut. Vos réflexions, elles sont plus que pertinentes. Alors Jérôme, pour faire suite à la question de la formation, peut-être qu'on va pouvoir basculer maintenant peut-être la suite qu'il va y avoir par rapport à cette conférence et à ce qui va pouvoir être et devenir. Je vais partager mon écran maintenant, Keren, pour
pour partager ce qui peut suivre. Si vous êtes intéressé, vous êtes directeur d'école, vous accompagnez, coordonnateur, ou vous êtes enseignant et vous avez envie de poursuivre, parce que c'est ça, on est là pour ouvrir une porte, mais derrière la porte, il va y avoir un suivi qu'on vous propose jusque fin juin. La quinzaine EMC, elle ne se termine pas là et elle va continuer jusqu'à la fin de l'année. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Et c'est pas moi qui en ai parlé, hein, c'est le monsieur qui en a parlé, hein, c'est pas moi. J'ai même pas introduit. C'est exactement ça. Donc voilà sur quoi on vous accompagne et voilà ce qu'on vous propose. Il y a une communauté d'apprentissage EMC qui sera guidée par Keren tout au long de l'année. Premier rendez-vous au 20 janvier 2021. Tous les enseignants sont bienvenus du premier au second degré. Je vais vous mettre le lien. Donc, pour ceux qui arrivent pour la première fois, qu'est-ce que c'est qu'une communauté d'apprentissage? Si vous n'en avez pas encore entendu parler depuis le début de l'année, eh bien, c'est un lieu où on va mutualiser. Il va y avoir un rendez-vous mensuel et je te laisse présenter tes rendez-vous mensuels. On les voit à l'écran sur le programme de l'année. Keren, vas-y. Oui. Donc voilà, c'est justement concernant ces fameuses pédagogies pour pouvoir, entre guillemets, échanger, mais aussi se former dessus. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai quand même demandé à certains si certains avaient testé ou connaissaient. Donc en janvier, voilà, l'objectif, en fait, donc il y a 3 volets. Le premier, c'est vraiment tout ce qui est développer l'esprit critique et le jugement moral, donc avec les dilemmes moraux, la méthode de clarification des valeurs, la discussion à visée philosophique. Il y a aussi le travail par petits groupes. Quoi qu'il en soit, l'objectif à chaque fois, je veux dire, c'est de parler de ces pédagogies, mais en fait, essayer de les tester sur le terrain pour avoir des retours et pouvoir échanger là-dessus. C'est absolument pas fermé, hein. Il y a d'autres pédagogies et c'est ce que j'aborde après quand je parle de vraiment cette EMC transversale. Essayer par exemple en avril de se dire on va essayer de faire en sorte d'utiliser un certain nombre de pédagogies intra, mais aussi avec des partenaires extérieurs. En mai, j'ai mis les débats simples et contradictoires et argumentés parce que forcément c'est la base. Finalement, on les a depuis l'éducation civique, on les a tout le temps. Et j'ai mis bien sûr qu'il y a une idée. Voilà, l'objectif c'est de dire vraiment de parler des techniques que vous pouvez tester, des techniques et des pédagogies actives. Voilà, vraiment, c'est vraiment, il faut mettre je ne vais pas dire le paquet là-dessus, mais voilà, c'est vraiment le coup des pédagogies, mais voilà, j'ai absolument pas la science infuse, comme disait M. Bure tout à l'heure. Moi, je suis chercheuse à l'origine, donc voilà, j'ai travaillé sur cette MC depuis sa naissance jusqu'à maintenant. Même si je suis sur le terrain, on a tous des publics qui sont différents. Ceci étant dit, je pense qu'on va tous, entre guillemets, dans le même sens, et l'objectif, c'est vraiment de faire, de mutualiser nos connaissances, mais aussi de partager, de faire un retour sur nos expériences de terrain. Donc, au contraire, toutes les idées qu'il y a à partager sont les bienvenues. Et enfin, en juin, ce sera tout ce qui est prévention des violences en milieu scolaire avec le conseil d'élèves et la fameuse technique des messages clairs. Et là encore, plus encore, si vous avez d'autres techniques, l'objectif, c'est vraiment d'échanger là-dessus. Donc, si vous pouvez venir, je serais très contente de pouvoir en parler avec vous. Vos équipes, et si vous ne pouvez pas assister à la totalité, c'est pas grave. Les sessions seront enregistrées, les supports seront positionnés. Donc, c'est une page à laquelle il fait bon s'inscrire maintenant et jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir regarder d'un peu plus près ce que nous propose Keren et ce qui se fait ici ou là, aux 4 coins du réseau. Merci, Keren.